Aujourd'hui, on fait donc la critique de X-Men 3, l'affrontement final. Donc, on va enchaîner les critiques en attendant le film Deadpool and Wolverine, donc de la saga X-Men. Et donc, on enchaîne directement avec X-Men 3, qui est donc le film le moins bon de la trilogie X-Men. C'est le chapitre qui est clairement, incontestablement le moins réussi. Mais je tiens à dire que je n'ai pas détesté le film. On est là pour plutôt dire à quel point le film il peut y avoir une baisse donc, de qualité au niveau de... Alors on va évoquer les défauts et les qualités. Moi pour moi la principale qualité du film ça reste donc Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine qui est toujours impeccable. D'ailleurs j'apprécie beaucoup le personnage dans ce film parce qu'il est vraiment impliqué émotionnellement. Effectivement ça fait donc suite à X-Men 2. Donc suite à X-Men 2 pour rappel à la fin Jean Grey sauve l'entièreté de l'équipe des X-Men et empêche Kurt Wagner qui aurait pu la sauver. Mais là encore une fois facilité scénaristique, elle ne le laisse pas faire et du coup il ne peut pas se téléporter pour la ramener, ce qui fait que Jean Grey est laissée pour morte, donc engloutie sous les eaux du lac à la base de Alkali Lake, ce qui fait que ça a réveillé en elle le phénix qui a pris possession de son corps. Donc le phénix, comme je l'avais dit à la fin de X-Men 2, donc de ma critique, c'est donc une autre identité qui est impétueuse et dangereuse, qui va commencer à ravager tout sur son passage, une certaine impulsion, enfin avoir certaines pulsions meurtrières, et va commencer à littéralement déclencher des catastrophes, déraciner des arbres, sauf que en attendant de savoir ça, donc, Wolverine est impliqué et va commencer à partir à sa recherche, et dans la forêt pour essayer de la ramener, il la ramène. D'ailleurs, tu as au passage, donc parallèlement à ça, donc tu avais déjà avant lui Scott, donc Cyclope, qui était parti parce qu'il entendait sa voix dans sa tête. Jean l'appelait avec la télépathie, pardon, et donc il avait donc appelé. Scott, qui entendait les voix de Jean, est allé au bord d'un lac pour aller la sauver, pour la récupérer, parce qu'il se dit oh mon dieu, Jean est toujours vivante, il faut que j'aille la ramener parce qu'il faut qu'on la sauve. Et finalement, eh bien, elle le tue hors champ. Voilà, c'est cette séquence qui est assez bizarre, c'est juste tu vois Jean Grey et Scott qui se retrouvent l'un en face de l'autre, elle lui demande de retirer ses lunettes, d'ouvrir les yeux, et il fait non je veux pas, je veux pas, et finalement il ouvre les yeux, et puis ses yeux qui virent au rouge on voit la vraie couleur donc naturelle donc, de l'acteur, enfin, ou des yeux de Scott, et les deux se retrouvent, et cut, ça passe, on retrouve Jean quand Wolverine va la retrouver pour la ramener au moment des X-Men, et entre-temps, elle a tué Scott en hors-champ. Ça déjà pareil, c'est se débarrasser de ce personnage donc, qui est quand même bien apprécié des fans. C'était osé, mais en même temps, osé ne veut pas forcément dire réussi. Là pour le coup c'est raté, mais c'était osé. Voilà. Il faut reconnaître que malgré tout c'était osé, mais raté à la fois. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aussi, donc le rythme qui est cassé, encore une fois, qui ne va pas du tout, c'est pas très fluide, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas aussi dans le film? Le fait est qu'on ne t'explique pas vraiment qui est le Phénix, donc je fais la comparaison très brièvement avec le film X-Men Dark Phoenix, avec Sophie Turner, je crois, Sophia Turner, où tu as donc le professeur Charles Xavier donc, de cet univers-là, qui explique enfin non, au contraire, non, ils ne savent pas que ce qui a été réveillé en Jean, c'est pas très très bien exploité dans X-Men 3, je trouve. Ça, c'est pas très bien amené. Sinon, en point positif, tu as donc de nouveaux personnages donc, parmi les méchants, parce qu'il y a une intrigue dans laquelle il y a donc le gouvernement qui voudrait donc créer un vaccin pour pouvoir donc faire en sorte que les mutants deviennent des humains. Et ça, c'est très intéressant, effectivement, donc une sorte de vaccin qui permet aux mutants de se transformer aux humains et d'être acceptés, d'être encadrés par la société pour ne plus qu'ils ne craignent les mutants. Et effectivement, malheureusement, personne n'est d'accord pour prendre ce vaccin. Et Magneto va recruter donc une nouvelle confrérie des mutants pour le suivre et donc tuer donc, le fameux personne qui est donc à la tête de ce projet. Que dans cette nouvelle confrérie des mutants, vous voyez ici, la nouvelle confrérie des mutants, il y a toute cette tribauté de mutants, et bien on peut y avoir notamment par exemple le fléau. Ça c'est rigolo parce que le fléau, je le connaissais pas quand je l'ai vu pour la première fois. C'est bien plus tard que j'avais donc une petite référence parce que le fléau était donc un boss que j'avais vu dans un jeu. Ça vous intéresse pas, vous le prenez ou vous le prenez pas. Mais on a donc le fléau qui a sa punchline qui défonce, qui est comme le rhino dans Spider-Man, qui comme un bélier qui défonce les murs, qui défonce tout avec sa force herculéenne. Donc on a le fléau, on a également aussi Kit Omega, donc l'homme qui ressemble à l'homme porc épic, l'homme porc épic qui ressemble aussi à une espèce d'oursin, voilà, donc l'homme porc épic, qui est donc incarné ici par... alors il faut que je revérifie ça tout de suite, mais j'ai noté quelque part.
effectivement, et donc Kid Omega, donc l'un des l'homme porc-épic, est donc incarné par Ken Leung. Et Ken Leung, il est aussi connu, enfin, il a également joué dans la série Inhumans, donc la série Les Inhumains, où il joue le personnage de Triton, donc un Triton dans la série Inhumans, où il joue l'homme poisson, qui a déjà s'est confronté à Namor dans les comics. Et oui, avec ma culture Namor, je vais continuer à en parler, parce qu'effectivement, Namor, c'est un des personnages que j'ai découvert via les comics et non les films. Puisqu'il est sorti, puisque j'ai commencé à lire les comics Namor Submariner avant la sortie de Black Panther Wakanda Forever. Et il se retrouve confronté à Triton. Donc Ken Leung joue à la fois Triton et aussi donc Kid Omega, qui est une sorte d'homme porc-épic. D'ailleurs, c'est horrible parce qu'il tue une femme, il tue une des scientifiques juste en la serrant comme ça. Continue à parler donc de la confrérie des mutants. On va donc parler de Pyro ou de Pyro qui a rejoint Magneto à la fin de X-Men 2. Et la chose qu'on voulait voir et qu'on a enfin vu, la confrontation entre Pyro et Iceberg, ça c'était plutôt très sympathique aussi. Mais dans la bataille, il y a des fulgurances, mais c'est pas forcément toujours très très bien amené. En fait, le film en soi, il y a quand même des facilités scénaristiques, comme quoi Wolverine commence à retrouver facilement la confrérie des mutants justement dans la forêt. Alors ok, certes, c'est comme un chien, donc il a littéralement, on le voit plusieurs fois, même dans X-Men 1, il fait, ouais, comme un chien, il a de l'odorat, du flair, mais il peut s'en servir. Mais le problème, c'est que on a l'impression que c'est très très vite. C'est pas comme si c'était passé genre un jour, 2 jours, enfin 2 heures. Non, t'as l'impression que c'est au bout de quelques minutes, quelques heures, le temps qu'il prenne sa moto, voilà, il faut le temps qu'il prenne une voiture. Et il est déjà arrivé d'un point A à un point B. Il sait visuellement où est-ce que ça se passe. Et j'ai trouvé ça un peu trop facile, personnellement. Il y a beaucoup de facilité comme ça. Il y a aussi donc Pierrot, donc de la confrérie des mutants. Kid Omega qui joue également au Triton, donc ça j'en ai parlé, qui ressemble à l'homme oursin, c'est très. Voilà. Et du côté des gentils, en nouveau personnage, on a le fauve, donc Henry McCoy, qui est aussi donc présent, il fait partie donc des instances au gouvernement, je crois, enfin en tout cas qui consulte, qui est un consultant et qui les représente, qui représente les X-Men, la communauté mutante, parce que effectivement ils ont trouvé ils se tolèrent et puis même au contraire ils veulent aider les mutants, ils veulent leur tendre la main, mais le problème c'est que les mutants ne veulent pas de cette main et la confrérie des mutants avec Magneto. D'ailleurs le passage avec Magneto où il est dans le Golden Bridge, donc le pont à San Francisco, et qu'il casse le pont et que cette séquence est l'une des meilleures séquences du film. Là où il y a d'ailleurs tu as Jean Grey, donc le Phénix, qui le rejoint elle aussi. Après avoir tué le professeur Charles Xavier, donc ça c'était cette séquence là où tu as justement le professeur Charles Xavier à l'époque où Jean était encore jeune et toute petite. Le film se commence là-dessus, effectivement, là où ils étaient tous les deux à voir pour rencontrer donc Jean Grey quand elle était jeune chez elle. Et plus tard, des années après, elle est retournée dans la maison elle avait grandi avec ses parents avant de rejoindre l'école de Charles Xavier. Et là-bas, elle commence via la pensée, il y a une bataille d'esprit, puis elle tue le professeur, enfin le professeur disparaît, et après elle rejoint Magneto, elle fait genre viens là mon enfant. Juste il fait oh non Charles, et puis après il fait viens là mon enfant. Ça le touche, moi on le sent pas trop que ça le touche en fait. C'est ça qui est très triste, c'est que la pseudo-mort ou la disparition du professeur est c'est expédié. Moi je trouve que c'est très expédié et je trouve ça c'est ça qui est vraiment triste, c'est que c'est plutôt expédié, on n'en parle plus trop. C'est juste Wolverine et Tornade qui arrivent tous les deux et on sent qu'ils sont tristes parce que tous les deux sont à genoux, ils en peuvent plus, accablés par le chagrin. Tornade qui devient justement donc la nouvelle chef des X-Men. Et donc dans cette nouvelle équipe des X-Men, tu as donc de nouveaux membres, notamment Kitty Pryde, qui est donc une fille qui peut passer à travers les murs. Kitty Pryde qui est introduit. Tu as aussi donc Angel, ou l'ange, avec ses fameuses ailes blanches. On le voit au début du film, quand il était tout petit, il essayait de le cacher ou de se débarrasser donc de ses ailes. Donc c'est un ange, on dirait un ange, et qui sauve son père à la fin quand Kid Omega le pousse dans l'air, mode. Et alors que le pauvre homme lui réplique mais je voulais seulement vous aider, on veut pas de ton vaccin, et il le balance dans les airs. Et tu as donc Angel qui fait pas une fulgurance, mais il vient sauver son père. J'ai beaucoup aimé le point de vue, donc c'est politique, il y a beaucoup d'enjeux politiques, parce qu'ils comptent renverser le gouvernement parce qu'ils veulent juste être libres d'être de ceux qu'ils veulent, ils n'ont pas honte d'être ceux qu'ils sont, donc les mutants, et les X-Men qui sont là au milieu, qui ne veulent pas du remède, mais qui veulent quand même, sont là pour essayer donc
de stopper ces mauvais mutants qui veulent renverser le gouvernement parce que ils ne veulent pas être ils ne veulent pas de leur vaccin. D'ailleurs, à la fin, tu as donc le fauve qui arrive à planter Magneto, ce qui fait que Magneto perd ses pouvoirs, mais à la fin, on voit qu'il a quand même le fameux qui peut balancer, donc enfin qui peut déplacer donc le pion par la pensée. Genre, il a un échiquier sur une table dans un parc et il se retrouve seul dans un parc et puis là, il arrive à dépasser le pion par la pensée. Ce vaccin n'est pas forcément efficace à 100%. D'ailleurs, tu as Raven ou Mystique qui reprend une couleur naturelle, enfin d'une humaine, mais qui n'est plus bleue. Et pareil, il la laisse, il fait non, non, je te dis adieu. Ça, d'accord, ok. Il s'en est très vite remis, hein, bizarrement, Eric. Qu'il accepte la perte de Charles. Enfin, ou alors il est fort, il faut que je me montre très fort et tout. Ça, pareil, ça m'a un peu choqué avec le temps, qu'il n'y a pas forcément d'émotion, qu'on ressent pas l'émotion. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc la bataille est pas forcément très intéressante, enfin, c'est pas trop ce qui m'a fait vibrer, on va finir là-dessus avant de conclure. Et bien, c'est que tu as donc Wolverine qui doit tuer Jean parce qu'elle est en train de provoquer un chaos pas possible, donc elle va détruire plein de choses, elle détruit tout autour de tout sur son passage, et elle me va tuer tout le monde. Mais surtout, tu sens qu'au fond, que Jean, à l'intérieur, elle est brisée, et il faut la soulager en fait, il faut la soulager. Donc tu as le Phénix qui lui a vraiment la rage et il arrive plus à se contrôler. Et au fond tu as la Jean qui est meurtrie. Et Logan il fait ça pour elle, mais surtout parce qu'il le faut, parce qu'il faut sauver, empêcher la catastrophe, parce que le Phénix est en train de semer la catastrophe. Et du coup bah, il la tue, qu'il fallait, cette double nécessité qu'il fallait déjà pour sauver la catastrophe, donc tuer le Phénix, mais aussi pour soulager Jean. Conclusion, ce film c'est moyen, c'est pas forcément. C'est mitigé en fait, c'est pas un film catastrophique, mais c'est pas non plus un très bon film. Voilà. Du coup, bah, on se retrouvera très vite pour la critique de X-Men Origins Wolverine. Voilà, on va en plus en parler pour la prochaine fois. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.